Bonsoir et merci de suivre ce 23h à la une de l'actualité. Les ambassadeurs de Djibouti, du Rwanda, de la Guinée équatoriale et d'Irlande viennent d'être accrédités en Côte d'Ivoire. Ils ont présenté ce vendredi leur lettre de créance au président de la République, Alassane Ouattara. Le solde global de la balance des paiements de la Côte d'Ivoire est déficitaire. L'information a été donnée aujourd'hui lors de la présentation par la BCEAO des résultats des comptes extérieurs du pays pour l'année 2016. Des milliers de jeunes s'intéressent de plus en plus à la formation agricole. Mais comment assurer leur insertion professionnelle après la formation? Nous tenterons de trouver des réponses dans cette édition. Bienvenue dans ce journal. 4 nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire ont remis leur lettre de créance au président de la République. Il s'agit des ambassadeurs de Djibouti, du Rwanda, de la Guinée équatoriale et d'Irlande. Viviane Aïmé. Relativement à la volonté du président de la République, Alassane Ouattara, d'étendre le plus large possible les relations de la Côte d'Ivoire avec le reste du monde, la République de Djibouti et la République d'Irlande s'ajoutent désormais à la liste des pays avec lesquels la Côte d'Ivoire entretient des relations diplomatiques. Le tout nouvel ambassadeur désigné de la République de Djibouti près la République de Côte d'Ivoire a pour nom Ibrahim Billé Doualé. Il a présenté ses lettres de créance au président de la République, Alassane Ouattara, ce vendredi au palais présidentiel. La République de Djibouti est située dans la corne de l'Afrique, sur la côte ouest. Sa superficie est de 630 km². État indépendant depuis 40 ans, il a à sa tête le président Ismaïl Omar Guelleh. J'ai transmis les salutations chaleureuses de mon président de la République qui va participer au sommet. Et le président et moi, nous avons parlé des voies et moyens pour le renforcement de la coopération en général et des échanges économiques qu'on peut exploiter dans le futur proche. Je suis très content d'être parmi vous. Tout premier ambassadeur de la République d'Irlande près la Côte d'Ivoire, Shin Oy. Il a présenté ses lettres de créance au président de la République, Alassane Ouattara, également ce vendredi au palais présidentiel. La République d'Irlande est un pays d'Europe de l'Ouest, membre de l'Union européenne. Elle a pour capitale Dublin. Le drapeau national de ce pays a les mêmes couleurs verticales que le drapeau national ivoirien, mais disposé de façon inverse, à savoir le vert, le blanc, l'orange. Ce pays a une superficie de 70 273 km². Je suis le premier ambassadeur d'Irlande à présenter mon carte de credentials ici en Abidjan. C'est la première étape entre deux relations bilatérales entre Irlande et Côte d'Ivoire. Et je pense que c'est beaucoup d'opportunités économiques, mais l'opportunité politique aussi. Hormis les ambassadeurs des deux nouveaux pays, le nouvel ambassadeur de la République du Rwanda, Stanislas Kamanzi, a présenté ses lettres de créance au président de la République, Alassane Ouattara. Sa mission, il entend l'inscrire dans la ligne des bonnes relations entre les deux pays ainsi qu'entre les deux présidents, les présidents Paul Kagame et Alassane Ouattara. En tant qu'ambassadeur du Rwanda, je vais me mettre à disposition pour collaborer avec les autorités concernées ici pour pouvoir traduire cela en des actions de coopération concrètes qui vont s'ajouter à ce qui est déjà en cours. Nouvel ambassadeur de la République de Guinée équatoriale en Côte d'Ivoire, Bernardino Mbaondo, a présenté ses lettres de créance au président de la République, Alassane Ouattara, ce vendredi au palais présidentiel. La Guinée équatoriale et la Côte d'Ivoire, deux pays dont les chefs d'État ont d'excellentes relations d'amitié. Mon objectif sera de travailler au renforcement des relations qui existent déjà entre la Côte d'Ivoire et la Guinée équatoriale afin que les deux pays profitent mutuellement de toutes les retombées que cela pourra procurer. Chacun des nouveaux ambassadeurs au sorti de la présentation de ces lettres de créance
a reçu les honneurs militaires rendus par un détachement de la garde républicaine. Autre chose, la grande mosquée de la commune de Koumassi vient d'être rénovée. L'édifice réhabilité a été inauguré hier par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. La réfection de la mosquée de Koumassi a été possible grâce à la volonté des élus et cadres de la commune, ainsi que la contribution des bonnes volontés. Gabriel Zani. Ils pourront prier désormais dans leur nouvelle mosquée. La grande mosquée de Koumassi a été inaugurée ce jeudi par Amadou Gon Coulibaly au grand bonheur des musulmans de la commune. L'édifice religieux avait en effet besoin d'être remis en état. Il a fallu 3 mois pour refaire toute l'architecture de la mosquée cinquantenaire. Au lieu d'une réhabilitation, ce fut une reconstruction de l'édifice avec des travaux lourds, allant du traitement de la dalle à la consolidation du bâtiment par le renforcement des piliers et des poutres. La reprise totale du système électrique et de la sonorisation complète de la mosquée. Les élus et cadres, les personnalités du pays ont donc investi des fonds pour qu'elle apparaisse aujourd'hui sous son beau jour. Parmi les donateurs, le député Ibrahim Sissé Bakongo, initiateur du projet de réhabilitation. Son initiative a été saluée par l'ensemble de la communauté musulmane. L'aspect déshérité, voire lunaire, qu'affichait l'édifice et son environnement glauque et insalubre était une épreuve douloureuse et un défi pour l'ensemble de la communauté musulmane de Koumassi, dont le ministre Sissé Bakongo fait partie. Dès lors, on comprend que celui-ci n'a pas pu résister à la tentation de prendre l'engagement. Un pari fou et de fou, de procéder à la réhabilitation et à l'embellissement de l'édifice afin d'offrir aux fidèles musulmans un cadre assaini, sinon aseptisé, lumineux et reposant qui favorise la concentration et le recueillement. Si cette grande mosquée fait la fierté des musulmans de Koumassi, elle doit devenir un facteur de rapprochement et de solidarité selon le Premier ministre. La transformation qualitative opérée en ces lieux est un exemple même de notre capacité à transformer et à améliorer nos conditions de vie par le travail et la foi. Je veux donc lancer ici un message d'espoir à tous mes frères et sœurs ici réunis. De nombreux défis restent encore à relever pour continuer d'améliorer le quotidien de l'ensemble de nos compatriotes et particulièrement de ceux qui vivent à Koumassi. À côté de la mosquée se trouve la première école primaire islamique de Koumassi baptisée Institut Mama Sissé Sabine Nadja. Tout comme la mosquée, l'école portait aussi le poids de l'âge. Aujourd'hui réhabilitée, les clés ont été remises à la ministre de l'Éducation nationale. Le siège de la BCAO au Plateau a servi de cadre aujourd'hui à la présentation des résultats des comptes extérieurs de la Côte d'Ivoire pour l'année 2016. L'on retient que le solde global de la balance des paiements du pays est déficitaire. Notons que cette rencontre a regroupé des représentants de l'administration publique, des organisations internationales et des chefs d'entreprise. Jean-Luc Bambou. Après un solde excédentaire de plus de 248 milliards de francs CFA en 2015, la balance des paiements de la Côte d'Ivoire est ressortie déficitaire de 53 milliards de francs CFA en 2016. La balance de paiement mesure le niveau des échanges de la Côte d'Ivoire avec le reste du monde. Elle revêt une importance capitale pour l'économie du pays. La connaissance des données des comptes extérieurs est susceptible d'aider les différents acteurs à percevoir les effets des problématiques économiques conjoncturelles telles que la variation des cours des matières premières, la mobilisation des ressources extérieures et les politiques d'attrait des investissements directs étrangers. Le déficit observé au niveau du solde en 2016 s'explique entre autres par la baisse en valeur des exportations, plus forte que celle des importations, ou encore par la baisse des cours du cacao. Représentant le ministre de l'Économie et des Finances, le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique a plaidé pour une meilleure collaboration de toutes les parties impliquées dans la collecte des informations en vue de l'élaboration de la balance de paiement. La disponibilité des statistiques fiables de la balance des paiements permettra d'opérer des meilleurs choix en matière de politique économique, d'anticiper et de réagir efficacement aux changements structurels et conjoncturels de l'environnement économique et financier.
Face au chef d'entreprise qui prenait part à cette rencontre, Chalou Koulibaly a tenu à faire cette précision sur le niveau de la réserve en devises de la banque. Dans notre union économique et monétaire ouest-africaine, il n'y a absolument aucun problème de devises. Nous avons des devises actuellement qui représentent une proportion de plus de 4 mois d'importation pour une norme internationale généralement admise de 3 mois. Comme solution pour relever le solde de la balance de paiement, la Côte d'Ivoire pourrait envisager des mesures comme le renforcement de l'intégration sous-régionale, la diversification des partenaires commerciaux ou encore de veiller à la qualité des investissements effectués dans le pays. Lutte contre la migration irrégulière, l'ONG Save the Children a initié un projet régional d'appui aux enfants et jeunes travailleurs migrants. 1389 enfants vont ainsi bénéficier d'un programme de formation et d'insertion. On en sait plus avec Astou Touré. La Direction générale de la décentralisation, les mairies ou représentants des communes des zones d'intervention du projet régional d'appui aux enfants et jeunes travailleurs migrants, PRAIGEM, prennent part à cette séance de travail initiée par Save the Children. Le PRAIGEM vise au renforcement des moyens de subsistance des enfants et jeunes travailleurs migrants par la mise en place de mécanismes de coordination nationaux et internationaux. Il s'agit principalement d'obtenir l'adhésion et l'appropriation du projet par les mairies des communes ciblées en vue de la formation et l'insertion des enfants et jeunes dans leur plan de développement. Nous avons pu identifier 1058 jeunes à qui nous sommes en train d'aider à avoir un métier. Ils sont placés aujourd'hui en apprentissage, soit dans les centres de formation professionnelle ou bien ils sont placés auprès des maîtres. Une initiative encouragée par le directeur général de la décentralisation qui invite les mairies à s'impliquer davantage pour la réussite du projet. La bonne réalisation de ce projet pilote dépend de son extension sur l'ensemble du territoire. Et donc je voudrais engager tous les élus à aller dans ce sens. Même ceux qui ne sont pas aujourd'hui dans le projet doivent déjà commencer à renforcer leurs capacités à l'effet d'accueillir ce projet-là. Les mairies et représentants des communes bénéficiaires du projet promettent d'œuvrer à son aboutissement. Le projet régional d'appui aux enfants et jeunes travailleurs migrants, PRAIGEM, a démarré en mars 2015. Il est financé à hauteur de 4 milliards de francs CFA par l'Union européenne pour une durée de 3 ans. 1389 jeunes en bénéficieront. Le groupe national du Parlement panafricain était ce matin face à la presse. Il a annoncé la tenue les 27 et 28 novembre prochains d'un sommet parlementaire à l'Assemblée nationale. Une rencontre qui vient en prélude au sommet Union européenne-Afrique. Michel Dikri. Le sommet parlementaire UEUA qui se tiendra à l'hémicycle réunira les députés ivoiriens membres des groupes nationaux du Parlement panafricain et ceux de l'Assemblée parlementaire paritaire UEACP. Le thème général de la conférence est « Une nouvelle approche de développement dans l'extraction des ressources naturelles en Afrique ». En outre, les parlementaires africains et européens examineront plusieurs autres thèmes. Leurs réflexions porteront essentiellement sur les questions de paix et sécurité, de démocratie, de bonne gouvernance et de droits de l'homme, de développement humain, de croissance et développement inclusif et durable, de migration, un thème qui est d'actualité depuis quelques semaines. Il sera également question de l'application de l'accord de Paris sur les changements climatiques. Jusqu'aujourd'hui, c'est les pays africains qui paient le lourd tribut des changements climatiques, avec tout ce que nous connaissons aujourd'hui comme les inondations, les cultures, l'agriculture qui ne suit plus. Nous voulons demander à nos confrères européens de tout faire pour que l'accord de Paris soit appliqué. Parce que cet accord avait été négocié pendant 21 ans. Il est hors de question aujourd'hui que son application subisse le même chemin. Les conclusions des réflexions et délibérations des parlementaires seront présentées au sommet Union africaine-Union européenne par les présidents respectifs des deux parlements. Je vous donne à présent lecture de ce communiqué. Le gouverneur du district autonome d'Abidjan porte à la connaissance des populations et des usagers de la route
qu'en raison du 5e sommet Union africaine-Union européenne qui se tiendra à Abidjan du 29 au 30 novembre 2017, 2 dispositions particulières sont prises en matière de circulation. La première, l'interdiction stricte d'encombrer le boulevard Valéry Giscard d'Estaing. La deuxième, l'interdiction stricte de stationner sur le boulevard Valéry Giscard d'Estaing et ses contre-allées. Ces 2 mesures sont appliquées du lundi 27 novembre au vendredi 1er décembre 2017 inclus. Il est vivement conseillé aux usagers de privilégier les déviations mises en place à partir du 43e BIMA et de la gare de Grand Bassam. Le gouverneur du district autonome d'Abidjan s'excuse des désagréments que cette mesure pourrait causer à la population et aux usagers de la route. Fait à Abidjan le 24 novembre 2017, Robert Begré-Mambé. Le Salon international de l'agriculture et des ressources animales était dédié ce jeudi à la production animale et aux ressources halieutiques. Le ministre Kwasi Kobena Djoumani a dévoilé au public le plan stratégique de développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture. C'est un plan de réhabilitation et de développement des infrastructures, de transformation et de commercialisation des produits viandes et poissons. Lancine Bakayoko. Ce plan stratégique de développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture s'étend de 2014 à 2020. Il vise à réduire substantiellement les importations qui devraient passer de 300 000 à 100 000 tonnes, soit plus de 110 milliards de francs CFA d'économie. Outre ces objectifs, la mise en œuvre du plan stratégique va permettre de relever 3 autres défis majeurs. Nourrir la population ivoirienne dans un contexte de croissance démographique et d'urbanisation accélérée, garantir l'augmentation de la production par l'amélioration et l'intensification de la productivité et la préservation de l'environnement, maintenir et améliorer la part du marché international des produits halieutiques transformés, notamment le thon. Au nombre des projets concrétisés à mi-parcours, la réhabilitation de l'abattoir de Port-Boué, l'amélioration des performances des filières avicoles et porcines. Au niveau des ressources halieutiques, la création du centre de surveillance des pêches. Dans ce domaine, d'importants investissements sont en cours en vue d'augmenter les équipements de base destinés au débarquement et au traitement des produits de pêche artisanale. Il s'agit des points de débarquement améliorés de Lokodiro, de Grand Laou, du débarcadère et du marché central de Sassandra. Tous ces efforts ont mobilisé plus de 83 milliards de francs CFA. Des efforts qui doivent se poursuivre de façon soutenue afin de réunir l'ensemble des 331 milliards nécessaires à la réalisation du plan stratégique national. Les ressources animales et halieutiques, c'est aujourd'hui 830 000 emplois. Le gouvernement s'implique de plus en plus dans la formation agricole. Aussi, des milliers de jeunes s'intéressent à la formation agricole. Mais le défi de leur insertion professionnelle reste à relever, notamment au sein d'établissements tels que l'Institut national de formation professionnelle. Comment l'INFPA encadre-t-il ces nombreux apprenants une fois formés? Des réponses avec Chekoni. Bingerville, quartier Berlin. Aboulaye Sanogo a 24 ans. Depuis 1 an, ce jeune homme s'est bâti une renommée dans l'installation de systèmes modernes d'irrigation goutte à goutte. Les plans sont répiqués là où il y a les goutteurs. Dans ces goutteurs, il y a des autorégulants. Dans 1 heure, un seul goutteur peut faire peut-être 1,5 litre, 1 litre, 2 litres. Installé à son propre compte, Aboulaye réalise en moyenne un chiffre d'affaires mensuel de 500 000 francs CFA. De quoi assurer son autonomie financière. Nous sommes arrivés en agriculture par le biais de l'INFPA, qui est l'Institut de formation professionnelle agricole en Côte d'Ivoire ici. Après la formation à l'INFPA, nous avons eu la chance de faire une formation en Israël, dans le domaine de l'agriculture bien sûr, ainsi que l'irrigation goutte à goutte. Après cette formation, vraiment, j'ai vu l'intérêt de l'agriculture, j'ai vu l'importance de l'agriculture. J'ai préféré plutôt entreprendre dans le domaine de l'agriculture. À une centaine de kilomètres de là, dans la localité d'Aboisseau, nous retrouvons Émile Kouadio, directeur d'une coopérative de palmiers à huile, forte de 1400 membres. L'encadrement de ces plantations est le fait des coopératives, des sociétés coopératives. Et ces sociétés coopératives sont subventionnées par le FICA. Le FICA qui nous permet de recruter des encadreurs. Et ces encadreurs suivent par le conseil agricole tous nos planteurs.
C'est des encadreurs issus des formations, des écoles de formation agricole. Voilà. Exemple, l'INFPA, d'où je sors. Comme Aboulaye, Émile a tronqué le compas et la calculatrice à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan pour retourner à la terre. Un choix dont il en est fier, mais pas seulement. La formation agricole en Côte d'Ivoire aujourd'hui est en deçà de la valeur que porte l'agriculture, même pour la Côte d'Ivoire, parce que le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Il y a quelques écoles qui forment des étudiants pour l'agriculture, mais ce n'est pas un grand nombre. Les exemples d'Aboulaye et Émile sont la parfaite illustration du nouveau visage de la formation agricole en Côte d'Ivoire, orientée vers l'auto-emploi. En effet, pendant des décennies, cette formation a été un élément clé du développement agricole et agro-industriel du pays. Mais les mutations socio-économiques ont fortement impacté ce dynamisme. La preuve, les effectifs des écoles de formation agricole ne concernent à ce jour que 0,1% des apprenants de l'ensemble du système d'enseignement technique et professionnel estimé à plus de 70 000 apprenants. Et pourtant, l'agriculture occupe les 2/3 de la population active et contribue à plus de 22% de la richesse nationale. Pour pallier ce déficit, en 1997, l'État de Côte d'Ivoire crée l'Institut de formation professionnelle agricole, INFPA, une fusion de 10 écoles dédiées à l'agriculture. Depuis, l'institution a formé plus de 20 000 professionnels, mais reste très peu connue du grand public. Ce matin, la direction organise une réunion d'urgence, objectif, accroître la visibilité des offres pédagogiques. L'Institut a longtemps été orienté vers la formation des fonctionnaires, de sorte que tous ceux qui sortent de notre institut s'orientant vers la fonction publique. Aujourd'hui, nous sommes plus orientés vers le grand public et dans ces conditions-là, il faut effectivement que nous ayons une meilleure visibilité. Avec l'avancée des TIC, il est difficile, pour ne pas dire il est inconcevable, d'envisager une visibilité, surtout à l'endroit des publics jeunes, sans véritablement utiliser la connexion Internet et tout ce que cela accompagne comme services et prestations. Stratégie payante. Ces dernières années, l'engouement pour le concours de recrutement est total. Plus de 25 000 candidats pour 800 places de disponibles. Seulement voilà, l'insertion professionnelle de ces diplômés reste un défi majeur. En 2015, moins de 40% d'étudiants ont pu être insérés. Vous êtes formé pour faire quelque chose, mais pour mettre cette activité en œuvre, vous avez souvent besoin de financement. Vous avez souvent besoin de terres. Vous avez souvent besoin de fonds de roulement, etc. Ce qui n'est pas accessible. Tant que nous n'avons pas ces dispositifs, il sera vraiment difficile que notre action puisse être complète par la formation emploi. L'insertion professionnelle des jeunes diplômés n'est pas le seul défi auquel fait face la politique de formation agricole en Côte d'Ivoire. La nécessité d'inscrire cette politique dans le temps et dans le nouveau contexte économique du pays s'impose. Tant que nous n'allons pas changer les mentalités et la conception des Ivoiriens vis-à-vis de l'agriculture de manière générale, il sera très difficile pour nous de réussir notre mission, de faire en sorte que ce soit des professionnels qui évoluent en la matière. Une prise de conscience pour laquelle le gouvernement ivoirien joue sa partition. Il a inscrit dans les priorités du Programme national d'investissement agricole PENIA de deuxième génération un investissement d'environ 224 milliards de francs CFA pour booster la formation agricole en Côte d'Ivoire. Retour à Bingerville, où nous retrouvons Aboulaye sur sa parcelle de demi-hectare. Il se dit fier de la formation reçue à l'INFPA, qui fait de lui aujourd'hui un entrepreneur agricole. Mais pour s'installer, Aboulaye a dû recourir à l'aide d'une tante qu'il a financée à hauteur de 1 300 000 francs CFA. Dans l'avenir, j'ai besoin d'un financement encore plus grand pour pouvoir agrandir l'espace, pour pouvoir mettre mon expérience en valeur et aussi former la jeunesse déscolarisée de la Côte d'Ivoire au métier de l'agriculture, pour ne pas qu'ils se mettent sur des chemins pour l'extérieur. En les formant ici, ils peuvent gagner leur pain. Par l'agriculture, on peut devenir plus que ce qu'on est. L'absence de dispositifs d'accompagnement d'aide à l'insertion pour ces nombreux jeunes qui décident d'embrasser cette formation agricole comme Aboulaye laisse un goût d'inachevé à l'ambitieuse politique de formation agricole en Côte d'Ivoire. Parlons communication, le basculement vers la télévision numérique terrestre, c'est pour bientôt, au dire du ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste. Bruno Nabagné-Kone a effectué une visite au centre émetteur d'Abobo. Il a annoncé pour la mi-2018 la télévision numérique. Franck Wadiou.
Le ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste, Bruno Nabagné-Koné, dans les locaux du centre émetteur d'Abobo, une visite du dispositif technique de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI à charge du projet pilote préparant le basculement vers la télévision numérique terrestre TNT. Il s'agit donc pour le ministre de nous assurer que le projet pilote qui a été lancé il y a un peu plus d'1 an continue de fonctionner. Apparemment c'est le cas, tous les équipements sont là. Le signal continue d'être transmis dans les meilleures conditions. Donc, de ce point de vue, je voudrais dire ma satisfaction. Prochaine étape donc, les travaux liés au processus de migration. Nous sommes actuellement dans la dernière ligne droite pour démarrer les travaux du projet dans son entièreté. Donc, le projet qui va couvrir la totalité du territoire national. Qui comprend la réhabilitation d'une trentaine d'émetteurs, qui comprend même la création d'émetteurs supplémentaires, je crois 4 ou 5, de façon à avoir une diffusion dans de bonnes conditions, avec une bonne qualité sur 100% du territoire national. Des travaux pour l'exploitation du réseau numérique, la période pour l'effectivité de l'opération est annoncée. Et nous pensons raisonnablement être en mesure de diffuser en numérique et en TNT vers la mi-année 2018 au plus tard. Un projet qui va conduire alors à une scission du groupe RTI, bientôt une société exclusivement dédiée à la diffusion. Nous démarrons les travaux avant la fin de l'année, ça je peux l'assurer. La direction générale va être désignée, je pense assez rapidement maintenant. Elle va s'adjoindre un certain nombre de collaborateurs, elle va recruter des équipes techniques qui pour l'essentiel sont déjà là. Et donc tout cela doit se faire dans des conditions qui respectent les droits juridiques de la RTI. La nouvelle société de diffusion RTI qui va naître sur les centres de l'actuelle direction de la diffusion. Ma direction s'occupait de la couverture du territoire des programmes de la RTI. La nouvelle société qui va être créée va s'occuper de la couverture du territoire de la RTI, mais des autres chaînes qui vont être créées. Un appel d'offres est en cours pour la direction générale de cette société. Objectif, être prêt à la mi-2018 pour l'exploitation par la RTI et les chaînes nées de la libéralisation de l'espace audiovisuel du réseau télévisuel numérique terrestre. On met le cap sur Conakry, en Guinée, où se tiennent les 46e assises de l'Union internationale de la presse francophone. Une occasion pour les 300 participants de partager leurs expériences en matière d'investigation, ce genre journalistique qui reste plus élaboré et qui nécessite une meilleure gestion de la part des journalistes. Adama Koni. 300 journalistes venant de 48 pays ayant le français en commun réunis dans la capitale guinéenne, Conakry. Les 46e assises de l'Union internationale de la presse francophone UPF se sont ouvertes ce mercredi. Sujet à traiter, journalisme, investigation et transparence. C'est le journalisme d'investigation mené avec rigueur qui met en lumière les imperfections de nos sociétés contemporaines et qui conduit irrémédiablement à la transparence de celle-ci. Soutenir l'Union internationale de la presse francophone n'est pas seulement une nécessité ardente, c'est pour nous une exigence morale, parce que nous avons bien conscience que l'UPF constitue un indispensable laboratoire d'idées, une vigie de la démocratie, un réseau irremplaçable et un relais essentiel de notre action à travers le monde. Tour à tour, le président de la section guinéenne, Ibrahima Koné, le secrétaire international de l'UPF, Jean Kouchner, et le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux de la Guinée, Cheikh Sako, ont souligné la nécessité de mutualiser les moyens de recherche de l'information pour des dossiers plus profonds et échapper ainsi aux contraintes et pressions économiques et politiques. On a eu des échanges d'expériences dans les autres pays. Je pense que, in fine, au point d'achèvement de ces assises, tous les participants partiront avec un capital de connaissances, un capital de pratique. La délégation ivoirienne participant à ces 46e assises, forte de 13 personnes, est la plus importante.
À l'étranger, en Égypte, des terroristes ont attaqué aujourd'hui une mosquée dans le Sinaï Nord pendant la grande prière hebdomadaire. Malgré des circonstances encore floues, les témoins ont décrit l'action d'un groupe armé qui aurait provoqué une explosion à l'intérieur de la mosquée avant de tirer sur les fidèles. L'attentat a fait au moins 235 morts. Le Zimbabwe a officiellement mis fin au règne de Robert Mugabe, arrivé au pouvoir après un coup de force de l'armée qui a mis fin aux 37 ans de règne de son prédécesseur. Emmerson Mnangagwa a été investi président ce vendredi 24 novembre, lors d'une cérémonie grandiose dans le plus grand stade de la capitale Harare. Le nouvel homme fort du Zimbabwe a promis de mettre fin, je cite, à la pauvreté pour tous. Ici en Côte d'Ivoire, en sport football, la 7e journée du championnat national se déroule ce week-end. Plusieurs stades du pays vont vibrer au rythme du football. Le leader du championnat, la FAD, va défendre sa place demain samedi au stade Robert Champrou de Makori et ce sera face au Sporting Club de Gagnoa. Fin de cette édition. Merci de votre attention. Très bonne fin de soirée. Au revoir.